Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à toutes et à tous. Souffrir d'un diabète non insulinodépendant, c'est prendre conscience que le traitement est impératif et urgent et que les modes de vie doivent changer vite et pour toujours. Un combat difficile si l'on est seul, mais qui vaut la peine de se gagner en équipe, c'est-à-dire avec l'entourage et les soignants. Car malgré de nombreuses campagnes d'information et de prévention, malgré le nombre de patients diminue peu ou pas, et le coût humain et financier reste toujours important, et un vrai problème de santé publique. Alors on veut comprendre de nombreuses choses. Pourquoi, malgré une industrie pharmaceutique qui aime ses marchés immenses et trouve souvent des parades dans de nombreuses pathologies, pourquoi c'est encore un médicament de 65 ans, la metformine, qui reste le médicament de référence systématiquement prescrit en première ligne? C'est en effet, je vous le rappelle, parce qu'en 1957 que Jean Stern, un médecin français travaillant dans un petit laboratoire français, fait une communication dans un congrès assez obscur pour une publication en français dans une revue franco-française. Il réalise les premiers essais cliniques chez l'homme de la metformine utilisée comme agent antidiabétique oral. Et depuis, aucune molécule, pourtant nombreuse, ne détrône cette prescription en première intention. Toutefois, les résultats ne sont pas parfaits et demandent des associations, voire aussi, après une longue frilosité des Français difficile à comprendre, le recours aux insulines rapides et retards pour régler le problème. Alors sans oublier ces fameuses règles hygiéno-diététiques, souvent mal prescrites et mal appliquées, qui restent pourtant des mesures essentielles. Il nous a donc semblé prioritaire de vous proposer cette émission dans les jeudis des professions de santé, avec un personnage incontournable de la diabétologie en France, mais aussi au niveau international, le professeur Bruno Guercy, qui est patron de la diabétologie au CHU de Nancy. Professeur Guercy, bonjour. Bonjour. Je vous flatte, hein. C'est pour vous mettre un peu de pression. C'est gentil, merci. Mais c'est vrai que pour avoir fait beaucoup de congrès internationaux avec vous, j'ai pu savoir effectivement comment les gens vous respectaient. On va commencer par la taille d'une autre pandémie, hein, parce qu'on ne parle que de la Covid, mais celle du diabète. État du front, professeur Guercy? Alors, l'état du front, on a des données assez récentes datant de l'année dernière. Globalement, pour faire simple, 3,5 millions de diabétiques en France. C'est beaucoup, ça fait 5,3% de la population, avec en plus une certaine disparité selon les régions, plus fréquente également chez l'homme que chez la femme, et puis avec une forte prévalence et incidence, notamment dans les départements des Outre-mer, Martinique. Les régions en dehors des en France métropolitaine, Val-de-l'Oise et Nord-Est principalement. Ouais. On sait pourquoi, enfin, je suppose que c'est... En fait, c'est calé sur l'incidence de l'obésité qui, elle aussi, est prédominante sur les Hauts-de-France et la région Grand Est. C'est en augmentation? C'est en augmentation, on va dire permanente, même si l'augmentation, c'est-à-dire les nouveaux cas, l'incidence a un petit peu ralenti, mais globalement, on a une prévalence qui continue à augmenter. Et même des pays comme le nôtre, qu'on a déjà pris depuis longtemps, qu'on connaît déjà depuis longtemps le diabète, l'incidence progresse quand même. Enfin, la pandémie de diabète progresse quand même. Comment on l'explique, ça? Il y a pas assez d'éducation, pas assez de prévention. C'est quoi, à votre avis, les raisons? Alors, on l'explique par le mode de vie, qui est quand même pas très, très favorable. On a finalement un modèle expérimental qui est assez intéressant, qui est celui de la pandémie Covid, qui a vu apparaître de nouvelles initiations de traitement. On pourrait parler de l'étude EPIPHAR, en effet, sur les consommations de traitements à visée cardiovasculaire, à visée antidiabétique, et les initiations de nouveaux traitements. Et finalement, tout ce qui s'est passé pendant la pandémie est un reflet un peu accéléré de nos modes de vie, avec une réduction forte de l'activité physique, une prise de poids qui a été rapportée dans toutes les études, Copiprev en particulier, qui dit qu'en moyenne, les gens ont pris 2 à 3 kilos. Et finalement, les nouvelles initiations qu'on a vues, qui sont beaucoup plus importantes que ce qui était attendu, traduisent peut-être l'émergence de nouveaux cas de diabète liés à une hygiène de vie qui s'est un peu dégradée, moins d'activité physique et une conjoncturelle liée à la pandémie. Mais oui, c'est conjoncturel. Mais c'était avant la pandémie, c'était en augmentation? C'était déjà en augmentation. Est-ce qu'on dépiste pas plus, tout simplement? On cherche, on trouve. Alors, on peut dire ça de certaines pathologies. Par exemple, en pathologie thyroïdienne, suite à Tchernobyl, on a beaucoup plus trouvé parce qu'on a beaucoup plus cherché. Dans le domaine du diabète, je pense qu'on a aussi
une information qui passe mieux en termes d'éducation, de risque. Les émissions comme celle d'aujourd'hui participent aussi à la meilleure connaissance de la pathologie. Et la détection et le dépistage est quand même relativement simple. Donc, en soins primaires, notamment auprès de la médecine générale, c'est quelque chose qui est facile à réaliser. Mais dites-moi, dépistage, alors on va parler du marqueur qui est la glycémie sanguine. C'est un mauvais marqueur, la glycémie sanguine, parce que bon, c'est très facile d'écrouler sa glycémie sanguine si on veut. Pas tant que ça, c'est un marqueur qui est remarquablement régulé. On l'utilise toujours, en France en particulier, pour le diagnostic du diabète. Je rappelle, 2 valeurs supérieures à 1,26 g posent le diagnostic du diabète, mais quand on est entre 1 g et 1,26 g, c'est déjà pas tout à fait normal. Et finalement, c'est un paramètre métabolique qui est très très bien régulé par les hormones, l'hormone insuline qui est hypoglycémiante et les autres hormones qui sont hyperglycémiantes. Donc finalement... Oui, mais les diabétiques qui sont en cours de traitement, on leur demande de faire plein de glycémies qui dans la journée varient énormément les unes des autres. Donc, elles varient parce qu'il y a aussi la variation liée à la prise alimentaire. Ah bah oui, mais ça manque un peu de logique tout ça, quoi. Oui, mais le diagnostic du diabète, il est posé sur la glycémie le matin à jeun. D'accord. Donc le matin à jeun, alors c'est sûr qu'on peut avoir une glycémie qui est normale à 6 h du matin et qui est un petit peu anormale à 8 h du matin. En général, on va au laboratoire d'analyse médicale plutôt à 8 h du matin, à 7 h, 7 h 30. Et là, on a une glycémie qui est bien calée. Et si elle est anormale, c'est que typiquement, il y a un problème de glycorégulation. Ce que je ne comprends pas, c'est un moment où on dépense beaucoup d'argent dans la biologie. Pas cher, une glycémie. Vous avez un examen qui s'appelle le dosage de l'hémoglobine glyquée. Vous avez plus cher. Ce que c'est. Oui, mais enfin, qui là ne triche pas. Il ne triche pas. Pour faire simple, les actes de biologie, B5 pour la glycémie, 1,35 €, B19 à B20 pour une HbA1c, donc c'est quand même 4 à 5 fois plus cher. Donc il y a quand même des considérations économiques. Mais beaucoup plus précis. Alors, plus précis, non, parce qu'on peut très bien être diabétique en ayant une HbA1c qui est pas forcément normale, mais qui va être entre 5,7 et 6,5, c'est dans la situation pré-diabète. Ouais. Et néanmoins, on peut être dans une situation où le matin à jeun, on est à plus de 1,26 g parce que on est finalement plus insulino-résistant. On va avoir une glycémie le matin à jeun qui va être un peu élevée et puis qui finalement ne se dégrade pas trop dans la journée. Donc, il peut y avoir une décorrélation entre la valeur de glycémie à jeun et la valeur d'HbA1c. Ceci étant, les anglo-saxons ont accepté l'HbA1c comme un critère de diagnostic du diabète. En France, on l'accepte aussi dans des situations un peu particulières, qui est le diabète gestationnel. Mais je pense que c'est aussi des considérations économiques qui tiennent lieu de maintien de la glycémie à jeun. Et puis en fait, et puis dernier point, très rapidement, l'hémoglobine glyquée, l'HbA1c, elle peut être anormale pour un certain nombre de raisons. Ouais. On peut avoir des variants. La glycémie aussi, mais moins. Moins. Parce que la glycémie est très très bien régulée. L'HbA1c, on peut avoir des faux positifs. Pour ceux qui ne comprennent peut-être pas trop notre débat, il faut savoir que l'HbA1c, c'est le film et la glycémie, c'est la photo. Oui, c'est-à-dire que ça ne ment pas. C'est-à-dire c'est l'état de nos globules rouges en charge en sucre pendant 2 mois. 3 mois. 3 mois. Ouais, alors là encore, on dit que c'est 2 mois, mais que vous avez dit 3 mois parce que vous faites des consultations tous les 3 mois. Non, c'est 3 mois. Non, mais un diabétologue m'a dit qu'il fallait peut-être le faire tous les 2 mois. Donc. Non, c'est 3 mois. Le dernier mois avant la prise de sang compte pour 50% de l'hémoglobine glyquée. Le deuxième mois avant la prise de sang pour 30%. D'accord. Et le troisième mois, le plus ancien, compte pour peu, c'est-à-dire 15 à 20%, pas plus. Mais c'est quand même 3 mois. J'ai été un peu long, excusez-moi. Non, mais alors Mais on peut avoir des fausses HbA1c, il suffit d'avoir une anémie, elle va être fausse. Donc la glycémie à jeun, il n'y a quand même pas grand-chose qui va l'impacter comme critère biologique. Donc c'est continuer à faire une glycémie les glycémies à jeun, les HbA1c. En laboratoire de ville, pas glycémie au bout du doigt, en laboratoire de ville, glycémie veineuse. Et à quelle population doit-on les faire? Est-ce que ce dépistage il s'adresse sur des questions d'âge, sur des questions de poids, sur des symptômes cliniques d'appel? Globalement, c'est quoi, après 45 ans, qui nous regarde, on fait quoi? Après 45 ans, ça a du sens de le faire une fois par an chez la population générale, et d'autant plus chez les personnes dites à risque. Les personnes dites à risque, ce sont des personnes qui ont dans leur famille des apparentés du premier degré qui ont un diabète de type 2. Ce sont les patients qui ont une hypertension artérielle. Ce sont les patients qui sont évidemment en surpoids, plus de 25 d'IMC, ou obèses, plus de 30 d'indice de masse corporelle, d'autant plus si l'obésité est prédominante au niveau abdominal. Ce sont les patients qui ont des troubles lipidiques, notamment des hypertriglycéridémies, pas des hypercholestérolémies, hypertriglycéridémies. C'est les femmes qui ont fait un diabète gestationnel ou des complications dans l'accouchement. Voilà, donc c'est un certain nombre de critères. Je n'ai peut-être pas été exhaustif. C'est une glycémie à jeun en dépistage ou 2? C'est 2 glycémies à jeun.
à 2 reprises, si elles sont supérieures à 26, pose le diagnostic de diabète. Si elles sont entre 1 gramme et 1 gramme 26, ça pose le diagnostic d'hyperglycémie à jeun, qui favorise l'émergence du diabète dans les années qui viennent. Alors, vous avez oublié, mais ça ne m'étonne pas, parce que j'ai un de mes amis qui s'est fait découvrir un diabète récemment après un traitement corticoïde, et il y a aussi des choses qui font flamber le diabète. Ah, complètement. Donc, il y a des médicaments appelés diabétogènes. Ouais. Les corticoïdes en sont un exemple caricatural. On a aussi... Donc à tous les généralistes qui prescrivent des corticoïdes, après 50 ans, on fait une glycémie systématique. Et puis moi je pense qu'on utilise les corticoïdes de façon un petit peu rapide et un peu violente et que ça a des conséquences non négligeables sur le plan d'abord endocrinien, sur l'axe corticotrope, mais également sur les conséquences osseuses, sur les conséquences métaboliques, lipidiques et également glycémiques. Allez expliquer ça aux copains rhumatologues. Ils vont... Mais oui, on est souvent parfois... Nos amis, collègues qui sont oncologues, qui utilisent aussi à juste titre pour amorcer des chimiothérapies, des corticothérapies associées. Mais au-delà des corticoïdes, il y a beaucoup de thérapies ciblées qui sont très à la mode aujourd'hui, en rhumatologie, en hépatologie, en oncologie, qui ont des effets très néfastes sur le plan glycémique, mais qui changent le pronostic de ces maladies. Pas difficile à contrôler, c'est ça qui est... Enfin, pas difficile à dépister, c'est ça que je veux dire. Il faut y penser. Il y a des... Pensez-y. Il y a des guidelines qui sont, des recommandations. L'âge moyen d'apparition du diabète en France sur ces 3,5 millions ? L'âge moyen, l'âge moyen d'apparition, je ne saurais dire. Je sais que, en revanche, l'âge des patients diabétiques de type 2 en France, il est aux alentours de 65-66 ans. L'âge de révélation, il s'est raccourci et rajeuni, puisque là, tout à fait récemment, moi, dans ma consultation, on a un jeune diabétique de type 2 qui a 19 ans, sur une obésité sévère qui évolue depuis l'enfance. Donc on trouve des diabètes de type 2 chez des très jeunes adultes, voire adolescents. Donc un diagnostic facile, quoi qu'on en dise, mais qui impose des vérifications immédiates, ophtalmo et vasculaires, qui sont souvent oubliées quand on diagnostique un diabète. Pour un diabète de type 2, la recherche des complications liées à l'hyperglycémie est à faire systématiquement à la découverte du diabète. Dans 50% des cas, il y a déjà une anomalie ou une complication, certes souvent minime, mais au moment du diagnostic de diabète. Mais c'est aussi, et ça les cardiologues le disent très bien, c'est lors de l'émergence ou l'apparition d'un événement marquant comme un infarctus du myocarde qu'on trouve un diabète. Ouais. Donc c'est souvent à l'occasion d'un épisode aigu. C'est dommage parce qu'on arrive un peu tard. Enfin, on récupère les choses, mais on arrive un peu tard. Et le diagnostic de diabète est fait souvent dans des situations aiguës, de type cardiovasculaire en particulier. On dit quoi quand on est le professeur Guercy et qu'on a un nouveau diabétique qui se pointe devant vous, vous lui écroulez le moral, ou qu'est-ce que vous dites ? Ah non, moi je pense qu'à l'inverse, on a une panoplie de traitements qui part évidemment de l'hygiène de vie au départ. Alors c'est un bien grand mot, mais qui est importante à rappeler. Oui, on va discuter. Mais on a au-delà de ça, on a quand même... À chaque fois, les diabétologues, allons-y, je te mets l'hygiène de vie, en sachant que c'est... Parce que ça marche. Oui, mais c'est sans doute la chose la plus difficile à prescrire. C'est très difficile. On va venir, on a prévu un chapitre là-dessus. Et alors, comment vous communiquez avec l'équipe médicale, le médecin traitant, les paramédicaux, kinés, infirmiers ? Vous faites comment les hospitaliers quand vous prenez en charge vos patients ? Alors, il faut quand même rappeler qu'en tant qu'hospitalier, on ne voit que 10% des patients diabétiques de type 2. Il y en a 90% qui sont suivis par leur généraliste, qui ne sont pas forcément en recours de soins secondaires ou tertiaires, notamment à l'hôpital, parce que le traitement, j'allais dire, au départ, est quand même plus facile à gérer qu'après 10, 15 ou 20 ans, au moment où on aborde l'insulinothérapie, etc. Donc on communique, mais on voit des patients plutôt avancés dans la maladie. Vous trouvez que c'est bien de les voir si tard, parce qu'on a l'impression que c'est pas simple d'équilibrer un diabète, et c'est pas forcément... Ça demande... Enfin, je suis désolé, je sais que nos généralistes manquent de temps, et les choses ont l'air d'un petit peu de changer parfois dans votre discipline. Il faudrait peut-être avoir recours à vous un peu plus souvent. Alors moi, je pense que c'est aujourd'hui, pour le médecin généraliste, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de collègues avec lesquels je fais des réunions scientifiques ou d'enseignement, etc., à la faculté ou ailleurs, sur la prise en charge
charge du diabète de type 2, c'est devenu une spécialité bien plus complexe qu'il y a 30 à 40 ans, comme vous le rappeliez en introduction, avec la metformine. Il y a une panoplie de traitements, il y a des associations de traitements à faire, il y a des traitements qui sont à privilégier dans certaines situations de maladies telles que maladies cardiovasculaires sévères ou maladies rénales chroniques. Donc ça devient assez complexe et référer au diabétologue ne me semble pas une erreur et le faire plus tôt me semble sans doute même une bonne chose compte tenu de la complexité de la prise en charge. Mais l'interaction entre généralistes et spécialistes se fait plutôt bien. J'allais dire c'est plutôt les spécialistes, nous, qui sommes limités, puisqu'on n'est pas très nombreux en France, qui s'occupent du diabète, on est environ 1200. Moins que les cardiologues. 3,5 millions de patients. Oui, ça ne fait pas beaucoup. Les généralistes ont en moyenne 60 à 80 patients diabétiques de type 2 dans leur patientèle. C'est énorme. Donc, c'est vrai que recourir aux spécialistes, ils le diraient eux-mêmes beaucoup mieux que moi, c'est parfois la croix et la bannière pour avoir un rendez-vous, un avis. Et c'est pour ça que les systèmes de téléconsultation, on ne va pas déborder là-dessus, mais ou de recours avec des systèmes d'appels téléphoniques ou de recours privilégiés, peuvent rendre des services simples, parfois par simple contact téléphonique avec nos collègues. Et alors, le malade, vous faites le diagnostic, ou le médecin généraliste fait le diagnostic, comment on lui inculque la culture de la maladie? Il apprend qu'il a une maladie chronique, qui va être traitée à vie pour ça, qu'il a des mesures hygiéno-diététiques à mettre en place, des traitements à prendre, tout ça avec une observance qui doit être particulièrement rigoureuse, des complications possibles. Comment on lui inculque tout ça? Comment on en fait un partenaire de soins, en fait? Je crois que la première des choses, et c'est sans doute une erreur que l'on commet, c'est passer du temps à l'annonce du diagnostic. L'erreur, c'est de ne pas le faire ou de le faire? L'erreur, c'est de ne pas le faire et de penser qu'on le fait pour, par exemple, le diabète de type 1, parce que ça survient chez un jeune, etc. On trouve que c'est traumatisant, mais c'est traumatisant pour un patient de 30, 40, 50 ans de rentrer dans la maladie diabète de type 2. Même 70, même 70, bien sûr, c'est traumatisant. C'est une perte de... C'est une rupture dans la santé, dans l'image de « je suis en bonne santé ». Non, ça s'arrête. Ça s'arrête et on sait Surtout qu'il y a très peu de symptômes ou des symptômes peu embêtants. Il y a très peu de symptômes. C'est très peu symptomatique, à la grande différence du diabète de type 1 qui est très symptomatique, très bruyant au diagnostic. C'est là où ça se retrouve avec l'hypertension. Donc c'est très peu symptomatique et c'est souvent par des comorbidités associées, pathologie cardiovasculaire, pathologie rénale, hypertension artérielle en particulier, troubles lipidiques, que l'on trouve le diabète. Donc c'est vrai que l'annonce est importante et après on met beaucoup de choses autour de l'éducation thérapeutique, mais elle est importante parce que l'éducation thérapeutique, c'est finalement réapprendre à avoir une hygiène de vie plus favorable autour de l'alimentation. Ça ne veut pas dire régime. Qui le fait, ça? Qui le fait, ça? Vous voyez que le généraliste, il a le temps de... Je ne suis pas sûr qu'il le fasse, je ne suis pas sûr qu'il ait le temps. C'est pour ça qu'il y a des infirmières, des nutritionnistes, des diabétologues. Il y a des nutritionnistes, diabétologues, bon, c'est souvent un peu les mêmes disciplines, les mêmes médecins. Il y a également des réseaux de soins qui marchent très bien, de villes, qui sont en soins primaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour faire de la pathologie, pour initier une insuline, mais qui sont là pour prendre en charge, réadapter le patient à l'activité physique. Il y a des APA, par exemple, qui aident à la... C'est très compliqué, ça. Changer son régime alimentaire dans la durée, c'est très compliqué. C'est des diététiciens qui forment les gens ça peut être des diététiciennes, des nutritionnistes, ça passe... oui, parce qu'il y a les aspects sociaux, psychologiques, socio-culturels, psycho-affectifs, etc. Il y a tous les composants et stimuli externes, au-delà des internes qui contrôlent la prise alimentaire, etc. Il y a tout ce qui est environnement qui intervient beaucoup. Mais travailler là-dessus, ça me semble pas... on a tendance à dire, de toute façon, ils font pas ce qu'on leur dit sur le plan de l'hygiène de vie. Non, je pense que réapprendre à avoir une alimentation un peu plus saine, et je dis bien une alimentation saine, et je ne parle pas le régime, et réapprendre à bouger un peu différemment, à reprendre une activité physique. Je rappelle que les recommandations, c'est 150 à 300 minutes d'activité physique d'endurance par semaine, ce qui fait globalement 30 minutes d'endurance 5 jours par semaine. On arrive au moins à 150 minutes. On peut y associer de l'activité physique un peu plus. Ça paraît pas beaucoup, ça, par rapport à d'autres pathologies. Ou faut déjà les faire. Les cardiologues disent qu'il faut faire plus que ça. Enfin... Moi, je pense que si tout le monde le faisait, et on est loin de le faire, peut-être même nous, autour de la table, on ne les fait pas, c'est 30 à 50 minutes par jour d'activité physique d'endurance. Il faut déjà les faire, c'est pas mal. Et on peut y mettre de l'activité un peu plus, d'exercice plus intensif. Et là, on est entre 75 minutes et 150 minutes. Et on peut
combiner les deux d'ailleurs. Ouais, je comptais qu'on aille ce chapitre-là un peu plus tard, mais allons-y maintenant. Le marqueur de pas, c'est quelque chose. Les 10 000 pas, c'est quelque chose qui est pas mal. Et finalement, pourquoi c'est combattu par plein de médecins alors que moi, je trouve que c'est. Moi, j'en parle beaucoup. Alors, j'aurais peut-être pas que des adeptes là-dessus, mais je trouve que c'est au moins un marqueur. Et quand on a une activité, on va dire standard, on n'est jamais à 10 000 pas. À moins d'être, je sais pas moi, chauffeur-livreur et encore chauffeur, livreur, oui. Non, mais si on fait, ou quand on est magasinier ou des choses comme ça, quand on est interne, par exemple, des hôpitaux, on les fait les 10 000 pas. Mais le médecin généraliste, il ne les fait pas, les 10 000 pas. C'est rarement prescrit, en plus. Enfin, avec une prescription, c'est dans la consultation, on dit, bon, alors vous faites 10 000. On peut le prescrire, le problème c'est la prise en charge. Vous savez que ça a été un grand débat sur cette rémunération qui finalement... Mais je pense que le prescrire sur une ordonnance, le simple fait de le prescrire peut avoir également un peu de sens parce que c'est considéré à ce moment-là comme une thérapeutique au même titre que la metformine ou les autres traitements dont on parlera après. Mais voilà, je crois que l'activité physique, elle est insuffisamment proposée. Les 10 000 pas, c'est mieux que rien du tout. Et finalement, si on regarde bien, les patients, tout le monde a un smartphone ou un Android, et c'est pas très compliqué de regarder les 10 000 pas. Et quand j'en parle systématiquement aux patients, s'ils sont pas dans cette thématique-là, on trouve souvent une valeur en dessous. On est souvent en dessous. Les médecins se battent pas beaucoup pour que le système émerge, parce que faire de l'activité physique adaptée, où on l'a fait, comment on l'a prescrit. Enfin, il y a quand même 2-3 sujets de mise en place de l'écosystème. Et je trouve oui, c'est assez compliqué parce que ça fait référence à des spécialistes de la terre. Tout le monde ne sait pas la prescrire, cette activité. Certains de vos confrères diabétologues parlent de sport. Ça n'a rien à voir avec le sport. Non, il faut bien différencier le sport et l'activité physique. L'activité physique, c'est sortir, prendre des escaliers, sortir 2 arrêts de tram avant l'arrêt habituel. Et puis on l'a fait finalement, je parlais du confinement tout à l'heure, il y a des personnes qui ont augmenté leur activité physique. Nous, on a fait une étude, par exemple, sur le CHU de Nancy, on a bien montré que 40% avaient réduit leur activité physique, mais 30 à 40% avaient augmenté parce qu'ils avaient la fameuse heure où on pouvait sortir et tout le monde en profitait. Et là, tout le monde allait marcher. Alors qu'en temps normal, ils ne l'auraient pas fait. Ils seraient rentrés et se seraient mis sans doute sur un canapé ou une chaise. Donc, c'est des habitudes peut-être à reprendre. Et on peut s'aider aussi d'outils connectés. Les montres connectées, tout ça peut aider. Tous les petits moyens aident. Alors, il y a un mot qu'on n'a pas du tout prononcé depuis le début, c'est entourage. Vous faites participer l'entourage dès le début, quand un diabétique, vous essayez de mettre la famille dans le coup? Souvent, alors le conjoint, oui. Si on parle d'entourage, c'est souvent le conjoint qui intervient par... Et puis on travaille aussi, évidemment, s'il s'agit d'un homme qui est diabétique, que ce n'est pas lui qui cuisine, on voit quand même sa compagne ou sa femme pour discuter un peu d'hygiène alimentaire. Quand c'est un enfant, c'est pareil, on revoit avec les parents, etc. Donc l'entourage est important, c'est fait, si on le peut, de façon systématique. En tout cas, dans des structures qui permettent de prendre le temps d'aborder ça, mais ça prend une bonne heure de consultation diététique, aidée en cela éventuellement avec une infirmière d'éducation thérapeutique. Surtout qu'il y a un traitement qui nécessite quand même de la compréhension de la part de l'entourage. Alors c'est vrai que vous, les diabétologues français, vous avez à peu près autant de frilosité que les habitants du désert, puisque vous avez mis des années à accepter le passage à l'insuline, alors que dans les congrès, on voyait que tous les pays anglo-saxons utilisaient l'insuline, que beaucoup pensent être lié au diabète insulinodépendant, mais non, dans le diabète non insulinodépendant, avec des bons résultats. Et maintenant, systématiquement, vous commencez, quand les taux sont trop hauts, à mettre les gens sous insuline, non? Oui, alors, deux réponses à ça. Le pourcentage de patients DT2, diabétiques de type 2, qui sont sous insuline, c'est 24 à 25% actuellement en France. Donc c'est un quart de la population. Autrefois, c'était combien? Ça a augmenté progressivement. Mais ça a beaucoup moins augmenté la mise à l'insuline que le nombre de patients qui sont arrivés. Donc, il y a beaucoup d'autres alternatives. L'insuline, aujourd'hui, est en régression en termes d'initiation à l'insulinothérapie. Avec tous les autres traitements dont on dispose, et je pense qu'on en parlera après, on va y arriver, les nouvelles molécules, l'insuline arrive beaucoup plus tardivement. Ça ne veut pas dire qu'on la met trop tard, ça veut dire qu'on peut la mettre après l'échec des autres stratégies non insuliniques. Parce que votre hantise sont les hypoglycémies avec l'insuline. Oui, bien sûr, les hypoglycémies, et au-delà de ça, c'est la contrainte de gérer l'insulinothérapie, parce que qui dit insulinothérapie dit adaptation de dose d'insuline, dit risque hypoglycémique, dit contrainte pour le patient, au moins une insuline basale, voire 4 insulines par jour.
Et voilà, et puis l'adaptation des doses qui est complexe. L'objectif, c'est quoi, quel que soit le traitement? C'est une glycémie normale à jeun, c'est un HbA1c inférieur à 7, c'est les deux? C'est comment? C'est avant tout la base est sur l'HbA1c qui reste un indicateur fort, c'est-à-dire c'est l'HbA1c inférieur à 7%. Pour tout diabétique de type 2 dit commun, on va dire que c'est le diabétique entre 35 et 75 ans, sans spécificité de maladie rénale ou de maladie cardiovasculaire. Donc c'est inférieur à 7%, voire inférieur à 6,5%. On vient de l'écrire là en décembre dans la dernière prise de position de la SFD, donc la Société francophone de diabétologie, où on accepte, on pense qu'aller jusqu'en dessous de 6,5 a du sens à partir du moment où on n'utilise pas des molécules à risque hypoglycémiante. Et sur la glycémie, on se base beaucoup moins sur la glycémie à jeun, parce que si le patient, et on l'évoquait tout à l'heure, sous metformine ou des traitements qui n'entraînent pas d'hypoglycémie, il n'a pas besoin de lecteur de glycémie, il n'a pas besoin de faire des piqûres au bout du doigt. On se base uniquement sur l'hémoglobine. Bon, il attend 3 mois pour savoir où il en est, quoi. Oui, ça suffit pas pour tous les patients, mais pour les patients qui n'ont pas de traitement par sulfamide ou par insuline, ça peut suffire de faire une HbA1c tous les 3 mois. Bonne nouvelle pour ceux qui se piquent le doigt tous les jours. L'HbA1c, il suffit de la rappeler, il y a quand même que les dernières données, c'est 52% des patients diabétiques de type 2 qui ont 3 HbA1c par an. Alors que c'est l'indicateur principal, donc on est quand même loin du compte. Alors, le redire, vous encouragez les médecins qui nous écoutent à suivre les patients tous les 3 mois par une HbA1c. Ça fait partie des recommandations. Alors, le professeur Guercy, quand il a un nouveau malade dans le diabète, il fait la même ordonnance que son père et la même que son grand-père, c'est-à-dire qu'il prescrit de la metformine. Oui, mon colonel. Et vous ne trouvez pas qu'il y a un côté un peu... Mais non, il n'y a pas un côté. Finalement, ça s'explique très bien. Metformine, depuis 1956, on a une molécule qui, sur un premier plan, est quand même très peu chère. Elle ne vaut plus rien maintenant. Elle ne vaut plus rien. Enfin, elle valait déjà pas grand-chose, mais elle ne vaut plus rien du tout. On a quand même un recul de 60 ans avec aucun signal négatif. Il n'y a quand même pas beaucoup de molécules qui peuvent en dire autant. C'est-à-dire 60 ans, il n'y a aucun signal négatif. Ça marche très bien sur... Enfin, ça veut dire que ça fait 60 ans que vos patients ont la diarrhée, mais bon... On peut en parler. C'est vrai qu'il y a des arrêts de traitement. Il y a quand même quelques effets secondaires, il faut le savoir. Des effets secondaires, essentiellement digestifs, et ça aboutit, on est tout à fait d'accord, jusqu'à 25 à 30% d'arrêt de la metformine. Ou de réduction des doses d'insuline, des doses de metformine, pour éviter les troubles digestifs à des niveaux de posologie qui sont bien moins efficaces sur le plan de la glycémie. Mais la metformine reste un très bon produit, et surtout, en plus, on connaît bien son mécanisme d'action. Blocage de la production hépatique de glucose, donc un bon effet sur la glycémie à jeun, oxydation des lipides, un petit effet anorexigène, donc un effet sur le contrôle podéral, donc ça marche très bien, c'est pas cher et c'est globalement à utiliser de façon en toute sécurité, mis à part les effets secondaires digestifs. Pourcentage d'échec, c'est-à-dire qu'il y a de besoin de recours, sans parler de l'insuline, mais à des nouvelles thérapeutiques. Le diabète de type 2 reste une maladie évolutive. Donc, autant tenter aujourd'hui, 17 février mois de février 2022, où on est dans une situation d'un patient traité par metformine, il est certain que dans 3 ans, la situation sera sans doute à reconsidérer. C'est-à-dire ce qui est efficace au temps T ne le reste pas à T plus 1. Donc c'est pour ça que l'hémoglobine glyquée tous les 3 mois est nécessaire. On va dire que souvent l'intensification, elle arrive au bout de 2 à 3 ans pour soit changer de traitement s'il n'est pas efficace, parce qu'il y a cette possibilité, soit associer une autre molécule s'il est efficace, mais ne permet pas d'atteindre les objectifs, notamment en termes d'HbA1c. Et dans l'arsenal thérapeutique, les sulfamides, on oublie pour les nouvelles molécules? Les sulfamides sont en réelle perte de vitesse totale, mais, mais c'est logique. C'est-à-dire que ce sont des molécules, certes, extrêmement actives, puissantes, précocement. Donc ça peut être intéressant sur un diabète initial qui se révèle sur un mode très hyperglycémique. Mais on sait très bien qu'il y a un échappement et que ça ne marche pas très bien après plusieurs années. Et puis, ça a quand même des gros effets secondaires que sont les hypoglycémies. On oublie, mais c'est pas... Donc, les sulfamides, par rapport à tout ce dont on dispose aujourd'hui comme arsenal thérapeutique, ont quand même un peu disparu des recommandations, on va dire, nationales et internationales, au profit d'autres molécules qui sont beaucoup plus faciles. Alors, justement, parce que figurez-vous que Nicolas, pour avoir fait les grands congrès internationaux de diabétologie avec le professeur Guercy, on a vu le problème qu'ont eu les nouvelles molécules
pour se mettre en place. C'est-à-dire que pendant des années, les pays étrangers pouvaient prescrire ces nouvelles molécules et nous, on ne pouvait pas. Et encore une fois, avant de faire cette émission, j'ai regardé le magazine Prescrire, qui alertait les généralistes sur le fait que vous prescriviez des agonistes du récepteur du GLP-1 et que c'était dangereux. Alors, mettez-nous un peu essayez de nous expliquer quelles sont ces nouvelles molécules, quel est leur rôle et comment on les prescrit. Alors les nouvelles molécules, si on parle de nouvelles molécules, parce que les agonistes de récepteurs GLP-1, on les utilise maintenant depuis environ plus de 10 ans. Donc c'est nouveau sans être nouveau. Ce sont des molécules pour lesquelles on a maintenant un recul. 10 ans en France ? Oui, 10 ans en France. C'est lesquels quand même ? Inhibiteurs de la GLT2, dont on dispose uniquement depuis le 1er avril 2020. Donc ça fait même pas 2 ans, alors que l'ensemble des autres pays y avaient accès, sauf la France. Donc il y a 3 familles, hein. Il y a les biguanides avec la metformine. Ouais, non, mais dans les nouveaux. Dans les nouveaux, non, on va dire qu'il y a surtout 2 familles, les agonistes des récepteurs GLP-1 et les inhibiteurs de la GLT2. Et les incrétines ? Alors les incrétines, les agonistes de récepteurs GLP-1 sont intégrés dans les incrétines, au même titre que les inhibiteurs de DPP4, qui sont également dans les incrétines. C'est simple, hein. Comment il s'y retrouve, le généraliste, là-dedans ? C'est la question qu'on posait avant. S'il ne s'y retrouve pas, faut qu'il nous demande un peu d'avis. On a des consensus, des prises de position qui sont assez claires, qu'on a d'ailleurs communiquées récemment au monde des généralistes. Et il ne semble pas être complètement débordé par le système. Ou de substitution ? Alors ça peut être les deux. C'est une stratégie de substitution s'il n'y a pas d'efficacité, donc c'est reconsidérer, et ça on ne le fait pas assez en France, mais sans doute ailleurs, de reconsidérer qu'un traitement, considérant que le patient est quand même observant, en vérifiant que l'observance est faite, qu'au bout de 3-6 mois, si on n'est pas l'objectif d'HB1C en particulier, ou si on n'a pas au moins eu un gain sur l'hémoglobine glyquée avec une baisse d'au moins 0,5%, et avec les traitements qui font perdre du poids, si on n'a pas eu au moins un gain sur le plan pondéral, au bout de 3-6 mois, on va dire 6 mois, il faut reconsidérer l'efficacité de ce traitement. Et s'il n'est pas du tout efficace, éventuellement pas toléré ou mal toléré, il faut l'arrêter et le remplacer. Donc ça, c'est de la substitution. Si en revanche, il est efficace, mais qu'on n'ait pas l'objectif, selon les objectifs clairement définis par les sociétés savantes, et bien là, on rajoute quelque chose. J'aime pas le mot empilement, parce qu'empilement, ça témoigne d'un manque de discernement sur le plan de l'association des molécules. Donc c'est associer des molécules qui ont du sens à être associées les unes aux autres. Mais c'est le généraliste qui le fait ou c'est Non, c'est le généraliste. C'est l'endocrinologue qui est dans l'arsenal thérapeutique. Non, le généraliste... qu'à un moment, on dit la metformine ne marche pas ou la metformine marche un peu. Mais c'est le généraliste qui est en soins primaires, qui, quand il a un patient qui est sous metformine que nous, on ne voit pas à l'hôpital, va considérer que le patient, alors qu'il devrait être au moins inférieur à 7%, voire en dessous de 6,5%, il n'est pas suffisamment bien équilibré. Il va introduire en plus soit une gliptine, un inhibiteur de DPP4, soit si le patient est obèse, il va introduire un agoniste de récepteur au GLP-1, soit si le patient est également avec un problème de surpoids ou d'obésité, va introduire un inhibiteur de la GLT2, et donc il va débuter donc une bithérapie. Et puis si ça ne suffit pas, il fera peut-être une trithérapie avec des associations les unes aux autres, et il pourra recourir évidemment à nos conseils lorsque ça devient un peu compliqué d'associer les molécules les unes aux autres ou lorsque le temps de l'insulinothérapie est arrivé. Et pour donner l'exemple des agonistes des récepteurs GLP-1, qu'on utilise depuis 10 ans, au départ, c'était que les spécialistes qui les initiaient. Aujourd'hui, 60% des initiations, donc des débuts de traitement par agonistes des récepteurs GLP-1, sont faites par les généralistes. Et puis un grand changement, juste très rapidement, on parle de Blue Box, ça parle aux généralistes, c'est-à-dire que les généralistes n'avaient pas le droit de prescrire les inhibiteurs de la GLT2 lorsqu'ils sont arrivés sur le marché en France. Cette Blue Box, obligeant donc à ce que la prescription soit réservée aux endocrinologues, diabétologues et aux médecins internistes, c'est enfin levé fin 2021 pour les 2 molécules dont on dispose, qui sont la dapagliflozine et l'empagliflozine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le généraliste peut lui aussi initier les inhibiteurs de la GLT2. C'est laquelle quelle molécule qui se fait en injection une fois par semaine ? Ce sont les agonistes des récepteurs GLP1. Il y en a 2 ou 3 globalement. Une injection par semaine ? Une injection par semaine, c'est et le dulaglutide ou le sémaglutide. Et là, on n'a pas de risque d'hypoglycémie avec... Zéro risque d'hypoglycémie. Et avec une tolérance globalement très bonne, une acceptabilité du traitement injectable également très bonne, puisqu'on est à une injection par semaine, ça n'a rien à voir par rapport à l'insulinothérapie. C'est pour ça que l'insulinothérapie est plutôt décalée dans le temps.
Donc théoriquement, le problème du diabète dépisté, il est réglé. On a tous les traitements, tout est bon en fait. On a une panoplie de pharmacopées absolument impressionnante, bien sûr. Et ça fonctionne dans la réalité, ça fonctionne parce qu'il n'y a pas un retard au diagnostic quand même. À mon sens, il y a trop d'inertie thérapeutique. Enfin, c'est même décrit, ça existe. L'inertie thérapeutique. On laisse les gens sous metformine trop longtemps. Ou metformine, ou même on laisse trop longtemps les patients qui ne sont pas l'objectif, alors qu'on a d'autres stratégies possibles à mettre en place. Et puis, on en parlera peut-être, il y a aussi des traitements qui sont entre guillemets, ce qu'on appelle des sauveurs de vie ou des sauveurs d'événements, qui sont des molécules à mettre spécifiquement chez des patients qui ont une maladie cardiovasculaire avérée ou qui ont une maladie rénale chronique établie et qui doivent absolument bénéficier des 2 nouvelles grandes classes que sont les agonistes des récepteurs GLP-1 ou les inhibiteurs de la GLT2. Et là, ça sauve des vies. Ouais. C'est démontré. On a plusieurs milliers de patients qui ont participé à des études cliniques. On a même des études de vraie vie qui l'ont démontré. Donc, il y a plus de discussion possible. Discours qui nous était interdit il y a encore quelques années. Hein. Oui, mais qui a bien changé, et tant mieux. Alors, on arrive vers la fin de cette émission. Vous vouliez qu'on fasse, Nicolas, qu'on parle des pancréas artificiels, enfin tout ce qui pourrait substituer on n'en parlera pas chez le diabétique. Chez le diabétique de type 2, c'est pas une option aujourd'hui, puisque toutes les études qui ont été faites sont surtout pour pallier un déficit complet d'insulinosécrétion. Donc ça s'adresse essentiellement aux patients diabétiques de type 1. Donc c'est pancréas artificiel, on pourra en parler, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui évolue très fortement avec des remboursements de machines expertes avec des algorithmes et de l'intelligence artificielle qui arrivent maintenant depuis septembre 2021, et on va bénéficier au cours de l'année 2022 de 4 dispositifs d'automatisation de régulation de la glycémie. Je vous annonce qu'on fera revenir le professeur Guercy pour parler de diabète insulinodépendant, parce qu'à chaque fois, je reçois du courrier en disant « vous êtes gentil, vous parlez toujours des mêmes et pas des autres ». Et c'est vrai que c'est un vrai problème. On a parlé des règles hygiéno-diététiques. J'ai une question qui revient sans arrêt. J'aimerais bien que vous me donniez votre envie là-dessus. Les diabétiques disent c'est bien d'arrêter le sucre. Nous, on était vachement contents parce qu'on avait les boissons de substitution. Or, il n'y a aujourd'hui absolument aucun avis clair, net et définitif sur le problème de ces boissons de substitution, les boissons à l'aspartame. Aux édulcorants. Aux édulcorants, puisque pour avoir été dans des congrès, il y avait ceux qui disaient non, il ne faut surtout pas les prendre parce qu'ils sont dangereux. Je disais oui, mais il n'y a aucune étude qui le démontre clairement. Et vous répondiez oui, mais les études qui le démontrent clairement ne sont pas payées par le lobby du sucre et par les lobbies alimentaires. Donc, vous dites quoi, vous, aujourd'hui, à vos patients ? Alors, on a clairement des données par l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, du travail et de l'environnement, qui a émis un rapport clair qui dit qu'il n'y a pas de démonstration faite d'un effet protecteur de la prise de poids par les édulcorants. Il n'y a pas de protection vis-à-vis du risque glycémique à passer, en effet, à shifter complètement, à abandonner le sucre et à passer aux édulcorants. En fait, ce que disent les sociétés savantes ou les agences réglementaires, c'est qu'on ne dispose pas aujourd'hui d'études sur une période suffisamment longue pour considérer que les édulcorants sont quelque chose qui permette d'avoir une bonne santé sur le long terme. Qu'ils soient sans risque, c'est démontré. C'est pas la question. Non, mais qu'ils soient sans risque, c'est démontré. Mais ça, c'est déjà un point. C'est pas la question, oui. Moi, la question que je vous posais, c'est que tous ces pauvres diabétiques étaient contents de voir un petit peu de sucre. Le principe, c'est de dire que ne plus manger de sucre et passer sur une transposition complète des édulcorants en pensant que ça va régler l'affaire est faux. En fait, il y a toute matière à réduire la consommation de sucre d'ajout dans l'alimentation sans forcément recourir aux édulcorants. Ouais. Et les édulcorants n'ont apporté aucune démonstration d'un bénéfice sur le plan pondéral. Sauf du plaisir à des gens à qui on supprime tout. Peut-être sur le plaisir, mais ceci étant, en apportant des faux messages au cerveau, on ne va pas rentrer dans le détail. Ouais, d'accord, mais bon, qui sont parfois contre-productifs par rapport à la prise énergétique. Encore, ça. Si, il y a des démonstrations comme quoi ça peut apporter des faux messages et apporter à une augmentation de la prise calorique. Et donc, moi, ce que je peux donner comme information, c'est que les édulcorants ne sont pas une réponse
au fait qu'on demande aux patients de réduire sa consommation de produits sucrés d'ajout. Il faut les réduire dans l'alimentation au titre général de la bonne santé, mais sans penser que le passage complet aux édulcorants va régler la problématique. Loin de là. Vous n'êtes pas bavard. Et surtout, il y a également plein de démonstrations faites sur, par exemple, le microbiote intestinal aussi. Enfin, ce sont des produits qui sont potentiellement, avec un manque d'études, c'est ce que rappelle l'ANSES, c'est qu'on n'a pas de données chez les enfants au long terme, on n'a pas de données probantes chez les diabétiques, on n'a pas de données chez les femmes enceintes. On manque considérablement de données sur le long terme. Donc ce ne sont pas des produits à privilégier pour de la bonne santé sur le long terme. Qu'est-ce qu'on attend pour les faire? Bon, vous n'êtes pas bavard, comme vous le disiez avant l'émission, mais passionnant, et l'émission est terminée. On va maintenant conclure. Vous serez obligés de revenir, tous, parce que je suppose que ça vous a semblé passionnant. D'un point de vue santé publique, vous en dites quoi, vous? Ce que je retiens, c'est dépistage avec des glycémies à jeun à partir de 45 ans, surtout si on est à un IMC supérieur à 25 ou à des antécédents familiaux. 10 millions de personnes en France à risque, en dehors des 3,5 millions diabétiques. 2, c'est on met un traitement par des règles hygiéno-diététiques, et ça, faut progresser, et puis après des traitements simples comme la metformine. Et 3, on suit tous les 3 mois avec une HbA1c glyquée pour pouvoir ajuster le traitement en tant que de besoin. Et ça, c'est les médecins généralistes qui doivent le faire. Éviter l'inertie thérapeutique, c'est-à-dire ne pas attendre qu'on remonte en glycémie ou en hémoglobine glyquée avant d'introduire ou d'initier un nouveau traitement. Bon, vous êtes optimiste. Moi, je rajouterais qu'on est quand même les rescapés des famines de la préhistoire. Il va falloir un certain temps avant qu'on soit capable de faire que ces règles hygiéno-diététiques soient si on veut éviter d'atteindre les 700 millions de patients diabétiques dans le monde qui sont attendus pour 2045, c'est vrai qu'il y a du travail à faire et de l'éducation thérapeutique, mais de l'éducation sociétale, environnementale, qui passe par les pouvoirs publics également, et pas uniquement par les médecins. Allez, il faudra revenir. Merci à vous deux. C'est la fin de cette émission. Je sais qu'on va nous reprocher qu'on n'a pas parlé encore des diabétiques insulinodépendants, mais une seule réponse, professeur Guercy. Il faudra revenir. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne soirée, à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.